m'appelle Fabrice Medlo, je parle d'achat pour ceux qui ne me suivent pas, et je m'occupe notamment maintenant, j'allais dire à temps plein en tous les cas, sur une partie de mon temps, d'un blog et d'une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre les achats, où j'ai un grand plaisir à partager avec vous autour de ce métier en interrogeant des experts, des acheteurs, des directeurs achats, bref, toutes les personnes qui sont dans notre écosystème. Et c'est notamment là que vous allez retrouver tous les événements que je peux créer et animer avec vous. Et le site vient d'être fait. Tiens, oui, si vous avez l'occasion d'y aller, faites-moi un petit retour. On va essayer de faire quelque chose de plus simple encore que ce qu'on avait, qui n'était pas très compliqué, mais on s'est dit peut-être qu'on pouvait faire mieux. Voilà. Alors, je regarde un petit peu tout ce que j'avais noté et que je voulais partager avec vous. Donc, on a dit plus de 100 personnes, 101 pour être précis, pour ceux qui aiment les chiffres, inscrits. Alors, avant qu'on rentre sur le sujet du jour, plusieurs petites choses. Un, oui, il y a un replay. Vous savez, ces webinaires sont enregistrés. Je les rediffuse sur la chaîne dans quelques jours. Je vais essayer d'aller assez vite, mais voilà. Donc, il y a un replay qui arrivera pour ceux qui devraient nous quitter un petit peu avant la fin. Ensuite, pour vous qui nous regardez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, avec les participants, avec ceux qui vont intervenir, et avec moi. Et donc, du coup, pour ça, je vous propose d'utiliser l'onglet questions, parce que du coup, c'est plus simple pour moi à voir apparaître les questions. En plus, vous pouvez les aimer si jamais il y a des questions que d'autres ont posées, que vous vouliez m'en poser. Moi, ça me les met en première intention et ça m'évite d'aller fouiller un peu dans le chat parce que surtout une journée comme aujourd'hui, vous êtes nombreux. Il va sûrement y avoir des échanges, des réactions dans le chat. Je ne peux pas aller chercher les questions au milieu de tout ça. Questions, c'est fait pour ça. Donc, si vous avez des questions, utilisez les fonctionnalités développées par les ingénieurs de Livestorm. Voilà, ça c'est l'onglet questions. Le replay, on en a parlé. Et puis, parce que vous êtes inscrits, pour ceux aussi des fois qui me demandent pourquoi ils reçoivent une newsletter tous les mardis, bien soit parce qu'ils l'ont sollicité en s'inscrivant, soit parce que quand ils s'inscrivent à l'événement, et ça fait partie des conditions générales, vous êtes de fait inscrits dans cette communauté d'acheteurs qui reçoivent tous les mardis ma newsletter, mais bien sûr, comme dans toute communauté, vous pouvez vous désabonner. Promis, je vous en redonne. Alors, aujourd'hui, c'est le 3e webinaire de la série sur le thème des consultants achats indépendants, des freelances. On verra qu'à l'intérieur de ces termes un peu génériques, il y a plusieurs manières d'opérer le métier. En clair, des personnes qui ont décidé de le faire pour leur propre compte au service de leurs clients. Et donc, du coup, on a déjà eu un premier webinaire il y a 15 jours où on a parlé de comment on passe à l'acte, comment quand on est salarié ou pas, en tous les cas, comment on arrive dans cette activité, qui est souvent le point de départ, comment on se jette un peu dans cette aventure, comment on s'y prépare, comment on s'y prépare peut-être moins. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, on a parlé un petit peu comment on trouve des premiers clients, comment on s'organise, comment on se rend visible, etc. Ces 2 premiers webinaires sont déjà en replay sur la chaîne. Et puis aujourd'hui, on est sur le 3e. Et là, du coup, j'ai proposé aux personnes qui vont intervenir avec moi qu'ils nous parlent plutôt de leur quotidien. C'est-à-dire que ça y est, ils ont franchi le pas, ils sont installés, ils ont trouvé des premiers clients. Et puis maintenant, comment on vit de cette activité, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'il faut surveiller, peut-être quels doutes on peut avoir de temps en temps, qu'est-ce qui marche bien. Bref, qui nous partagent leur réalité. Et du coup, j'ai essayé aussi de les amener à avoir un peu de transparence dans cette réalité. Tout n'est pas, comme toujours, parfait, bien sûr, mais du coup, ils vont vous partager ce qu'ils vivent. Donc, c'est le moment où je vais, du coup, continuer à parler tout en essayant d'aller les chercher. Et du coup, voilà, je vais les inviter à me rejoindre. Tac. Voilà déjà le premier. Pardon pour mon hésitation, mais voilà, c'est pas évident. Alors attendez, bougez pas. Tac. Voilà, ce sera plus simple ici. Pam, pam, pam. Voilà. Le deuxième, il est là. On
y arrive, hein. On va passer un bon moment. Allez, le premier, c'est Axel. Super. Bonjour. Il est et salut Axel, ça va bien? Ouais, tu m'entends? Ouais, parfaitement. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Alors, Axel, Hilaire, voilà. Et Nabil, ça y est, bravo. Je vous ai retrouvés tous les quatre. Voilà. Donc oui, ils sont quatre, hein. Donc ça, c'est une chouette équipe. Ils sont en train de se connecter. Ils vont nous rejoindre. Alors du coup, vous connaissez aussi les règles de fonctionnement de ce webinaire, hein. C'est que du coup, on est sur un temps qui est limité puisque j'essaye d'organiser ça sur une durée d'1 heure jusqu'à midi. Donc, du coup, on va essayer un petit peu de rythmer les interventions. Hello Nabil, tu vas bien? Bonjour. Super. Et vous? Ouais, oui, écoute, ça va bien. Ils sont nombreux, hein. Attention, il va falloir que vous soyez bons. Je ne vais pas vous mettre la pression, les gars. Mais... Le stress monte. Bon, je vérifie juste de mon côté si jamais on peut retrouver. Je referai une petite passe et puis on va tout doucement démarrer et ils nous rejoindront. Voilà, Hilaire et Sandrine. Elle est où Sandrine? Se prépare. Allez, je retente une petite invitation parce que du coup, c'est toujours le petit sujet de. Non, elle est toujours là. Écoutez, ils ont reçu les invitations. Alors, ce que je vous propose, du coup, ils vont nous rejoindre et puis du coup, on va démarrer ensemble. Comme je l'ai dit un peu en introduction, quand on parle de consultant achat ou de freelance, c'est un terme un peu générique parce qu'à l'intérieur, vous pouvez avoir manière de faire cette activité, ce métier un peu différente. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être que chacun, vous puissiez vous présenter pour voilà, qu'on ait un petit peu votre histoire par rapport au métier achat, et puis du coup, que vous puissiez aussi nous dire un petit peu aujourd'hui ce que vous faites, hein, c'est quoi votre activité autour de cette activité de freelance ou de consultant achat indépendant, je ne sais pas comment il faut les appeler. Allez, on y va, je vous laisse démarrer, et comme vous voulez, moi je vais essayer de retrouver Hilaire à monter. Nabil, je te laisse ouvrir. Okay. Merci Axel. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les achats, principalement sur des sujets achats indirects. Voilà, j'ai travaillé dans le secteur public et aussi dans le secteur privé. Et ça fait 6 ans que je me suis lancé dans le freelancing, on va dire, en tant que consultant achat indépendant. 6 ans, donc juste avant le Covid. Et aujourd'hui, j'interviens auprès d'entreprises pour soit optimiser leurs achats indirects, soit sur des sujets de transformation ou des sujets un peu plus exotiques comme la promotion des achats inclusifs quand j'étais au marché de l'inclusion. Super. On reviendra aussi, Nabil, sûrement, on fera une petite parenthèse autour du club que tu as créé. Du coup, c'est aussi l'occasion de faire un peu un retour. Axel, pour toi, du coup. Oui, bonjour à tous, Axel Legrand. Alors moi, ça fait 15 ans aussi, je pense que je suis dans les achats maintenant. J'ai commencé au Royaume-Uni, j'ai travaillé en tant qu'acheteur, principalement acheteur IT, dans le public et dans le privé également. Et quand je suis rentré en France il y a 5 ou 6 ans, j'ai démarré, je voulais rester dans les achats et j'ai démarré dans les cabinets de conseil spécialisés en achat. Donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans, j'ai fait 2 cabinets de conseil et je me suis lancé en freelance. Donc je suis freelancer depuis le début de cette année, donc je suis relativement jeune sur la scène du freelancing. Voilà, je travaille aujourd'hui pour des grandes entreprises, principalement assez similaires avec celles avec lesquelles je travaillais quand j'étais en cabinet, donc entreprises du CAC 40, grosses entreprises françaises, mais avec beaucoup d'empreintes à l'international, beaucoup d'opérations à l'international, sur des sujets de transformation majoritairement, de structuration de la fonction achat et de montée en compétences des acheteurs. Ok, super. Alors du coup, apparemment, ils ont un petit peu de mal à se connecter. Bon, du coup, on va démarrer, hein, et puis voilà, on va voir s'ils nous rejoignent. Du coup, moi, j'ai peut-être une question avant qu'on rentre vraiment sur le thème de la journée, comment on vit de cette activité. On va juste, comme on a un tout petit peu de temps, quand vous êtes
quand vous avez décidé d'y aller tous les deux, hein, chacun, est-ce que du coup c'était une décision qui faisait suite à un long processus de réflexion et de préparation? Ça a été plus opportuniste dans le bon sens du terme? Comment vous avez franchi cette première étape par rapport à vos activités, à votre statut plutôt de salarié auparavant? Voilà, comment s'est fait cette arrivée dans l'univers du freelancing, du coup? Nabil? Bah, moi, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quand même quelques années avant que je me lance. Ça répondait aussi, entre guillemets, à ce que certaines personnes considèrent un peu comme de l'instabilité, dans le sens où je changeais de boîte, voilà, tous les 2-3 ans, où je cherchais toujours un nouveau challenge, un nouvel environnement à découvrir, et cetera. Et puis un jour, je me suis dit: «Bon, bah, c'est le bon moment». Voilà, j'ai eu l'opportunité de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc je me suis dit: «Bon, ben, tentons l'aventure, ça correspond, à ma «curiosité» entre guillemets, Ouais, et à mon «instabilité» aussi entre guillemets, donc allons-y et voyons comment ça se passe. ok, super. Axel, toi, c'est quoi le chemin, le processus? Pas tellement pareil, totalement opportuniste. D'accord. Mon ancien cabinet, et on m'a parlé d'une mission. J'avais pas forcément du tout pensé au freelancing quand j'avais quitté mon cabinet, mais on m'a proposé une mission. Voilà, j'ai fait une propale. Finalement, ça s'est pas fait, mais ça a commencé à germer dans ma tête. Je me suis dit pourquoi pas se lancer, et puis j'ai contacté. Voilà, je me suis ouvert à mon réseau, et puis j'ai commencé à contacter certaines personnes, et il se trouvait qu'il y avait du travail pour des freelances, et je me suis lancé vraiment de manière, comme j'ai dit, totalement opportuniste. C'était pas quelque chose de très réfléchi de longue date. Ensuite, une fois que la décision a été prise, bon voilà, il a fallu se poser et poser les bases de ce que je voulais faire, donc ça a pris un petit peu de temps, mais c'est en fonction d'une opportunité qu'on m'avait Ouais, proposée. c'est souvent le cas. Je suis pas allé jusqu'à faire des sondages, peut-être, Nabil, toi qui du coup croises beaucoup de freelance là, avec le club là, que tu as créé. Si tu avais à dire un peu voilà, entre les gens qui réfléchissent mûrement, se projettent depuis quelquefois assez longtemps, et puis ceux qui partent comme ça de manière un peu opportuniste, il y a un chiffre, un ratio là-dessus? Est-ce que tu as J'ai t'as j'ai idée un j'ai peu? pas de chiffre précis. Ouais, j'ai pas de chiffre précis. Après, il y a un peu des 2. Il y a un peu des 2, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de personnes, en tout cas, qui avaient cette idée auparavant, et en tout cas dans le CAF, dans le club des acheteurs freelance, ouais, c'est plutôt des personnes qui réfléchissaient déjà avant. Ok, ok, ça marche. Alors, un petit mot juste pour Sandrine qui me demande ce que je l'invite. Je peux pas, en fin de compte, l'invitation marche pas, Sandrine. J'ai l'impression que vous avez une connexion, que tu as une connexion qui est pas bonne. Et du coup, avec un petit décalage, ce qui fait que j'arrive même pas à envoyer l'invitation. Donc, il y a un souci de connexion web. Donc, il faut peut-être se déconnecter, retrouver un autre borne. Et voilà. Alors, ça, c'est les aléas Aléas du direct. les aléas du direct, comme on disait à la télé. Pour ceux qui nous ont rejoints, je vous rappelle qu'il y a un onglet questions, donc n'hésitez pas à tout moment, sur n'importe quel sujet, à interrompre Nabil et Axel. Allez, alors on va en parler. Alors du coup, ben, Axel, pour l'instant, c'est encore sur un début de cette activité. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tous les deux, quelle typologie de clients vous souhaitez accompagner? Est-ce que ça va jusque-là aujourd'hui dans votre offre et dans vos réflexions? Ou alors vous dites, ben, on va voir un petit peu ce qui vient. Comment ça se passe? Enfin, vous savez que souvent en termes de marketing, ben voilà, il y a le produit, il y a la cible de client, il y a le persona, comme on dit maintenant. C'est qui un peu de votre côté le client intéressant pour vous et que vous souhaiteriez convaincre de travailler avec vous?
peux y aller si tu veux, Nabil. Vas-y, Axel. Moi, c'est surtout continuer à travailler avec les clients qui, en fait, enclenchent des grandes transformations. C'est-à-dire que moi, c'est plutôt une typologie de projet à laquelle j'essaie de répondre plutôt qu'une typologie de client. Donc, c'est-à-dire des projets intéressants de transformation. Il y a pas mal de projets, enfin, on est en train de se diriger vers des choses beaucoup plus stratégiques dans les achats RSE, les achats, la gestion des risques, la gestion de la chaîne de valeur, etc. Donc, c'est plus ce genre de projet que je recherche. Ensuite, les clients qui amènent ce genre de projet sont généralement des grosses structures et qui ont aussi les moyens de financer du consulting, du freelancing, parce que c'est pas totalement gratuit. Donc, généralement, enfin, moi, ce qu'on me propose, c'est généralement des grosses boîtes avec des activités à l'international. Bon, super. On a retrouvé Hilaire. Est-ce que tu nous entends, Hilaire? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je souris. Déjà, je suis content de te voir. Et bravo pour la persévérance. Et puis, les téléphones rouges derrière, ça me fait penser au service après-vente des émissions sur Canal. C'est sympa. Bon, Service après-vente du freelancing. Du coup, c'est la ligne rouge. Quelques mots peut-être, Hilaire. Merci de nous rejoindre pour te présenter et nous dire un petit peu aussi quelle typologie d'activité tu proposes. Portefeuille supérieur à 200 millions d'euros. Donc ça, c'est un management de transition. C'est le premier métier. Ouais. C'est que je fais des plans d'économie dans des environnements entre 10 millions d'euros. Et puis la troisième chose que je fais. Ouais, vas-y. C'est pas très fluide du coup, cher ami. C'est pas très fluide. C'est un peu haché. Du coup, je sais pas si tu peux peut-être essayer de rattraper une connexion. D'ailleurs, ouais, et là, du coup, t'es plus haché, t'es figé du coup. Voilà, c'est dur. Ça va être dur. Bon, Axel, alors, je vais juste reprendre un point qui est important par rapport à ce que vous avez exprimé tous les deux. Hein. Donc, du coup, si je reprends un peu, donc du coup, Nabil qui est sur une approche opérationnelle en fonction des thématiques ou des besoins qu'on va avoir sur son savoir-faire. Axel qui essaye d'aller plutôt vers des projets autour de la transformation des organisations, voilà. Et puis Hilaire, et c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans la réflexion de vous avoir tous les trois, voire tous les quatre, mais Sandrine, on ne pourra pas l'avoir aujourd'hui. Il est plutôt sur ce qu'on appelle le management de transition. Hein, et ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui nous regardent. Le management de transition, c'est encore une approche toujours où on vient produire une prestation achat, mais quand on parle de transition, ça veut dire que souvent on intervient en situation de crise. Hein, suite à, il faut être très opérationnel très vite. On sait qu'on est sur des missions qui peuvent se prolonger un peu, mais c'est une typologie un peu particulière, avec des profils aussi qui interviennent un peu particuliers. Hein, pour essayer un peu de faire une catégorisation des différentes activités autour du consulting. Allez, du coup, on va démarrer tout de suite avec les premières questions. Hein. On a dit nous, on a préparé notre sujet, mais je vous avais dit, on va préparer des questions, mais on est assez démocratique de temps en temps, et il faut le pouvoir. Donc, du coup, Bilal, qu'est-ce qu'il nous dit? Sous quel format de freelancing intervenez-vous? TJM, forfait, plusieurs clients simultanés, mission court terme, portage, etc. Donc, ok, vous avez commencé un peu à répondre, mais du coup, c'est quoi le format? Et notamment la question, alors on va parler du prix. Alors, juste avant de parler du prix, plusieurs clients simultanés, comment ça se passe en fin de compte? Comment vous voulez? Alors, ça dépend bien sûr si vous avez un client qui vous réserve 4 ou 5 jours par semaine, j'imagine que voilà, ça y est, c'est plein, comme on dit. Mais du coup, je vous laisse peut-être répondre par rapport à sa question. Pour ma part, moi, en effet, c'est que du TNM, donc de la régie, hein, de l'assistance technique. Ouais.
je me remets sur la question. Donc, j'ai qu'un client parce que la plupart du temps, c'est du 4 ou 5 jours par semaine. Ouais. Donc, c'est des missions qui sont assez longues. En moyenne, moi, mes missions, elles durent 1 an. Avant que je change. Et puis, en effet, je ne démarche pas en direct, je fais pas de prospection moi en direct. Je ne passe que par des partenaires, entre guillemets, des cabinets de conseil ou des plateformes de freelancing. Je me suis essayé au recrutement indépendant en tant que freelance. Donc là, prospection seule avec, en effet, là, plutôt de l'engagement de résultats, donc avec des prestations au forfait. Ouais. Mais finalement, j'ai privilégié l'aspect régie, l'aspect TNM. Ouais. Ok, alors ça c'est intéressant, là aussi pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, soit en effet on peut aller chercher des clients en direct, ce qui est assez consommateur de temps aussi, quand on est indépendant, surtout d'ailleurs quand on est en mission, en plus c'est pas toujours évident. Soit en effet on va intervenir dans le cadre de relations, et c'est ce que tu disais que tu peux avoir avec des cabinets de conseil qui eux souvent en complément de leurs équipes vont chercher des experts qui viennent intervenir sur les missions. Donc ça veut donc dire qu'en termes de commerce, il faut aller un peu rencontrer, échanger avec ces structures de conseil. Et puis, tu parles également des plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire et te rendre visible. Tu peux en citer quelques-unes peut-être? Ouais, il y a la plus grosse qui est connue, c'est Malte, même si voilà, les opportunités que j'ai eues via Malte n'ont jamais rien donné. Ouais. Après, il y a Twinits, la plateforme spécialisée achat, qui est la société sœur du cabinet de conseil qui s'appelle Inoa. Ouais. Donc, qui m'ont même aidé d'ailleurs quand je me suis lancé à un peu établir mon positionnement, réfléchir à quel client je pouvais cibler, sur quelle catégorie d'achat, etc., etc. Donc, Twinit, c'est vraiment, à mon sens, en tout cas, une des plateformes phares et de qualité pour le freelancing achat. Et puis après, il y en a d'autres, Little Big Connection, le Hibou, voilà, il y en a. Maintenant, il y en a beaucoup, mais Beaucoup, ok. j'échange principalement avec celle-là. Ouais. Ok, super. Axel, pour toi, du coup, comment on trouve ces clients? Alors, là, tu démarres et puis tu es en mission, mais du coup, pour répondre à la question de Bilal, là, du Ouais. coup, c'est quoi? Alors moi, c'est comme Nabil, c'est du TJM. Donc voilà, c'est sur des missions à peu près de 6 à 12 mois. Voilà, je choisis ce genre de mission, 6 à 12 mois, parce qu'en 3 mois, on a le temps de rien faire. Et au-dessus de 12 mois, voilà, on a le temps de prendre ses aides et de s'installer trop confortablement. Donc j'aime bien changer quand même tous les 12 mois ou 6 mois à un forfait fixe et pas de clients en simultané. Je préfère m'investir à fond dans un projet que je mène de bout en bout sur une période de 12 mois. Et donc, du coup, je prends que des missions à temps plein, c'est-à-dire 5 jours semaine. Voilà. Quand j'ai l'opportunité d'avoir ça, c'est ce que je prends. Je cherche, encore une fois, pareil que Nabil, c'est beaucoup le réseau. Alors, le réseau qui me met en contact avec telle ou telle entreprise, ou alors à travers des cabinets de conseil qui me portent et qui ont pas les ressources actuelles et donc qui font appel à des freelances pour telle ou telle mission. Oui, ok, vu que on est là pour tout se dire, je vais pas me faire on a parlé un peu des plateformes, tu disais, Nabil, les principales qui interviennent sur cet univers, sur les grands cabinets de conseil qui viennent, avec qui vous échangez, sauf ceux pour lesquels éventuellement il y aurait des logiques de confidentialité, mais je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert dans les échanges. C'est quoi les grands acteurs du conseil là, qui font appel à des experts comme vous? Vas-y, Axel. Bon, pour moi, c'est plutôt des acteurs de taille moyenne. On n'est pas sur des grandes entreprises type Accenture, Capgemini, tout ça, parce que eux, ils ont la ressource. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des freelances pour trouver quelqu'un, pour mettre quelqu'un sur une mission. Donc, c'est plus des conseils spécialisés en achat de taille moyenne qui ont besoin d'une expertise particulière, qui grossissent trop vite, donc qui n'ont pas forcément les ressources actuelles pour
pour ce projet-là en particulier qui font. Donc, on a mentionné Inoa, il y a KLB, il y a d'autres entreprises, cabinets de conseil spécialisés en achat. Ok. C'est plus des cabinets spécialisés, selon moi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Après, tu vas avoir aussi quelques cabinets qui sont soit plutôt sur la partie IT, mais par opportunité, voilà, ils ont un client qui leur demande, en fait, on a un besoin sur la partie achat, est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un? Mais en effet, moi, les contacts que j'ai et les relations que j'ai, c'est avec des cabinets spécialisés achats, type Neotech, Inoa, KLB, Buying Pierce, etc. Ok, je rajouterais, pour être un peu complet sur les grands acteurs du marché, EPSA également, EPSA également, ouais. JCAP, qui sont ces grands acteurs qui mobilisent en effet des consultants. C'est intéressant dans ta remarque, c'est-à-dire spontanément, on pourrait aller vers ces grands acteurs qui sont sur l'univers achat, c'est vrai. Et moi, j'ai aussi quelques exemples, quelquefois d'acteurs du conseil qui, en effet, qui accompagnent les clients de manière un peu globale, qui n'ont pas souvent l'expertise, en tous les cas, telle que vous pouvez l'avoir au niveau du métier achat. Et moi, j'ai eu quelques beaux succès de missions en étant adossé à des acteurs du conseil, y compris les gros. Hein. Les gros, ils ont une belle marque souvent, mais les achats, c'est souvent petit pour eux. Hein, quand tu prends les autres domaines qu'ils adressent, et des fois, ils aiment bien avoir l'expert qui va bien, qui vont pouvoir mobiliser. Donc, du coup, vous, dans les mécaniques aussi, je pense à ceux qui nous écoutent, négligez pas ces pistes-là, même si spontanément, bien sûr, que ce soit les plateformes, les cabinets de conseil, c'est plutôt vers eux qu'on va aller. On dit 2 mots du TJM, je ne vous demande pas vos TJM spécifiquement, mais un petit peu des fourchettes de ce qu'on voit sur le marché un peu aujourd'hui justement sur ces missions qui peuvent être des missions, vous le dites tous les deux, plutôt généralement de 6 à 12 mois, hein, c'est plutôt ce que vous ciblez. On joue dans quelle catégorie de prix, quoi, voilà, mettez des fourchettes si vous voulez. Ça dépend de l'expertise requise. Si c'est quelque chose qui est très très pointu, c'est-à-dire il faut être expert en réglementation DORA ou il faut être expert sur telle ou telle réglementation ou quoi, là ça sera un petit peu plus élevé le TJM. On se situe en fonction de l'expérience, de l'expertise requise et de la durée du contrat, parce que plus la durée du contrat est longue, plus généralement le TJM a tendance à réduire. Entre 600 et 1100 euros, 1200 euros. Oui, non, mais c'est pas pareil si on a 5 ans d'expérience en achat et qu'on est là pour rajouter des bras et faire des achats et faire des appels d'offres, ou si on est là pour la digitalisation très pointue et qu'on a 15 ans d'expérience. Donc, c'est vrai que je suis obligé de donner un râteau pour le coup. Ouais. Nabil. C'est vrai que ça dépend beaucoup de la catégorie d'achat, de la typologie d'entreprise aussi qui est en face, etc. Donc, et puis du niveau d'expérience et en effet de la durée. Mais pour moi, on peut tabler aujourd'hui, aller sur une fourchette entre guillemets générale qui peut intégrer autant du confirmé que de l'expert. On peut être entre 550 et 750-800 quoi. Ouais. Et encore une fois, tout dépend. Après, ça dépend aussi si on est, parce que du coup, il faut penser à celui qui vous a souvent apporté la mission, s'il l'apporte, etc. Mais on va dire ça, je pense que c'est une bonne fourchette pour ceux qui nous écoutent. Après, comme tu le dis, si on monte un peu en expertise, on peut passer les 800-900. Voilà. Quand on n'est pas en direct sur des missions longues, c'est compliqué d'aller bien au-delà des 1000-1200. Une fois encore, on n'est pas en direct, c'est de la mission longue. Donc, du coup, voilà. Après, si vous êtes sur des missions vraiment d'orga, de stratégie, vous n'êtes pas sur du temps plein, vous êtes sur des logiques plutôt forfaitaires, la mécanique peut être un petit peu différente. Mais il y a certaines plateformes qui vous aident à trouver votre TJM idéal en fonction d'un questionnaire qui vous envoie et en fonction de votre expérience, tout ça, machin. Vous pouvez évaluer à peu près ce que vous valez sur le marché. Parfait. Après, celui qui va vous donner le bon TJM, c'est le client qui va vous passer la commande. Mais c'est un bon début. Des fois, ils sont pas très bons, les TJ qui donnent. Mais... c'est un bon début. Allez, Pierre-Alexandre, quelle est la durée moyenne des missions? Vous avez un petit peu répondu. Ah non, pardon. Les intermissions. Les intermissions, très important. C'est-à-dire qu'en effet, on est en mission sur du long terme. En plus, on est en mission l'un et l'autre
plutôt sur des missions qui occupent la grande majorité de votre temps. Mm. Donc, du coup, quand ça s'arrête, déjà, moi j'ai une question. Quand ça s'arrête, est-ce qu'on le sait un petit peu à l'avance quand ça s'arrête? Ou je ne sais pas encore, enfin, si vous savez, est-ce qu'on l'apprend le lundi pour le vendredi, ou est-ce qu'on sait 2 mois à l'avance que la mission va s'arrêter, ou on le sent? Comment on vit la fin de mission? Moi, c'est toujours moi qui ai mis fin à mes missions, donc je ne sais pas si les clients, voilà, te disent rapidement ou longtemps à l'avance que ton contrat ne sera pas prolongé. D'accord. Mais c'est Après, toi qui dis à un moment donné, tu dis au client, là je pense que on est allé un petit peu au bout, c'est ça, et ouais, du coup tu lui préviens ouais. c'est ça, c'est comme ça que ça se Ouais, passe. c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Alors en fonction de sujets perso ou de nouvelles opportunités ou Ok, voilà, d'avoir envie de changer d'environnement, de changer de mission, que ok. j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Bon, dans ces cas-là, je préfère mettre fin à la mission. Après, pour répondre à la question sur la durée moyenne des intermissions, moi, mes intermissions, ils durent entre 3 et 6 mois. Il y a aussi un aspect, en tout cas pour moi j'habite en province, j'habite à Rennes, donc il faut savoir que la majorité des missions sont quand même en Île-de-France, et donc quand on intervient comme moi en régie, donc en assistance technique, souvent les clients demandent à être présents sur site 2, 3, 4 ou même 5 jours par semaine. Et donc, moi, ça colle pas forcément à mes contraintes logistiques, Ouais. ce qui fait que mes intermissions sont un peu plus longues que si j'habitais en Île-de-France, par exemple. Tu pouvais réenclencher rapidement avec une mission. Exactement, ouais. Ok. Ouais. Alors c'est un point qui est important, hein, puisque du coup, ce qui différencie aussi l'acheteur du freelance, c'est que l'acheteur, il est toujours payé. Même quand il y a un petit peu moins de travail, le freelance, le jour où il n'y a plus de mission, il n'y a plus de revenus. Hein. Ouais. Axel, du coup, tu n'as pas encore trop vécu d'intermission pour le coup. J'ai moins d'expérience que Nabil dans les intermissions, mais moi, c'est effectivement, je suis dans ma deuxième mission, mais j'ai eu une intermission de 1 mois et demi. Ouais. Le temps de. Alors, pour répondre à ta question précédente, moi, j'ai pas su tout de suite. Ça a un peu attendu le dernier moment pour que je sache que la mission ne continuait pas pour des raisons de budget. Et donc, il a fallu réenclencher le réseau et contacter des personnes pour trouver d'autres missions. Ça n'a pas été très compliqué, mais c'est pas une période très agréable, certes. Mais il y a pas mal d'opportunités qui sont sur le marché et donc Ok. le marché Alors, pareil. c'est aussi un point qu'on évoque souvent quand j'échange avec des freelances, notamment des profils comme les vôtres, qui est une fois encore mobilisés plutôt sur du temps plein avec les clients. C'est soit, en effet, de maîtriser la date de fin comme le fait David, c'est aussi une manière de faire, soit, en effet, j'allais dire, d'avoir un dispositif un petit peu permanent autour du réseau Ouais. pour du coup, parce que c'est ça la vraie difficulté de votre métier, hein, ça va aussi pour les petites structures de conseil, c'est que du coup, quand ça signe, on est en pleine bourre, hein, super, on produit, c'est génial parce qu'on facture, ça veut dire qu'on met le commerce à zéro ou quasiment à zéro, et puis du coup, quand on a facturé le dernier jalon, du coup, on n'a plus rien dans ce fameux pipe, il faut réalimenter. Et du coup, il faut sûrement trouver, et d'ailleurs c'est un point, on va en parler avant que je continue, je vois qu'il y a plusieurs questions, mais sur cette logique du réseautage, vous disiez que vous aviez en effet des contacts avec différentes sociétés et structures, comment vous l'organisez? Est-ce que c'est là aussi un petit peu opportuniste, ou alors vous vous astreignez un petit peu à de temps en temps prendre des nouvelles, en donner, etc. Comment ça se passe? Vos relations un peu au Tu viens sein de de dire l'écosystème? justement, il faut surtout pas que le commercial retombe à zéro une fois qu'on a trouvé la mission. Ouais. Il faut continuer à prendre des cafés, des déjeuners, à discuter, à se donner des nouvelles, à aller sur LinkedIn, sur les réseaux pour voir ce qui se passe, quelles sont les nouvelles des uns et des autres, et à continuer même à explorer des opportunités. Okay. Donc répondre à des propals, proposer son profil quand on voit que la mission est à 2-3 mois de s'arrêter, etc. C'est un travail qui demande un peu de rigueur et qui est constant. Il faut toujours garder un petit moment pour le commercial, mais c'est pas vraiment du commercial, plus du réseautage quand on est en mission.
Ok. Nabil, pour toi, comment tu Bah, entretiens ce ouais, réseau? c'est pareil. Après, moi, j'ai pas enfin, de rigueur particulière, entre guillemets, où j'ai pas un créneau bloqué, tu vois, à me dire, il faut que Ouais. j'envoie des messages, Non, etc. Mais non. en effet, LinkedIn aide beaucoup parce que bah, souvent, les cabinets de conseil, les plateformes recherchent des personnes et ils le publient sur LinkedIn. Donc, moi, même si je suis en mission, et étant donné que, bah, voilà, dans le cadre du club des acheteurs freelance, on a aussi cet intérêt de pouvoir se partager des missions, etc. Ben moi, je dis, ben voilà, je vais partager aux membres, aux adhérents du club des acheteurs freelance et ça permet de garder le lien. Et ben, vu que mon réseau est assez large, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas mal de business managers, de cabinets de conseil et de plateformes, eux aussi souvent m'appellent pour me dire, ben voilà, on a un besoin. Ouais. Voilà, est-ce que soit tu es intéressé ou est-ce que tu as quelqu'un dans ton réseau qui pourrait convenir? Et donc, dans ces cas-là, ça permet de garder le lien. Ouais. De passer les infos. Tu nous dis deux mots du club, là, pendant qu'on y est, vu que Ouais, tu... bah le club, en fait, donc c'est une communauté, c'est une association qu'on a fondée il y a 1 an maintenant, mais on a lancé officiellement les adhésions au mois de mai. Donc l'objectif, en fait, c'est de rassembler des acheteurs freelance déjà lancés ou à des personnes qui souhaitent se lancer à court terme ou à moyen terme, donc 3 à 6 mois. L'idée, bah, c'est qu'on puisse d'une se partager des missions, répondre à des problématiques aussi que certains se posent, que ce soit sur la partie freelancing ou que ce soit sur la partie achat. Tu vois, dernièrement, on a échangé sur comment est-ce qu'on achète une prestation de nettoyage. Il y avait quelqu'un dans sa mission, il devait acheter des prestations de nettoyage, chose qu'il n'avait jamais faite. Et l'idée, c'est qu'on a voilà, partagé tous ensemble les tips, comment est-ce qu'on fait, quels sont les éléments à regarder. Voilà, on a aussi un aspect plutôt événement physique, donc avec des after-work tous les 3 mois, et puis un événement annuel qu'on organisera plutôt sur le mois de juin. Ok, super. Voilà, l'idée, en fait, c'est vraiment de pas être tout seul parce qu'en effet, quand on est freelance, alors quand on est en mission, tout va bien, étant donné, comme tu disais, Fabrice, qu'on est en pleine bourre, on bosse à fond pour notre client, et cetera, et cetera. Et puis quand la mission s'arrête, ben, on peut vite se retrouver un peu seul. Et l'objectif, c'est de pouvoir sortir un peu de cette solitude du solopreneur. Ouais. Allez, donc les gens qui veulent en savoir plus, ils te contactent, ils regardent Yes. le CAF Ouais. et ils peuvent vous rejoindre. Avec grand Alors, plaisir. tiens, on parle un peu de statut. Là, du coup, vous intervenez avec quel statut? On va parler de statut, on va parler aussi de portage. J'ai une question de Fabienne sur le portage, mais du coup, déjà sur le statut de vos structures, c'est quoi votre statut aujourd'hui, du coup? Il y a souvent beaucoup de questions sur le sujet. Moi, je suis passé par plein de statuts différents. J'ai commencé en portage salarial, premièrement, déjà pour tester l'activité, savoir si ça tenait dans le temps, etc. L'idée aussi, c'était de pouvoir recharger mes droits chômage pour être totalement transparent, et aussi être payé à la fin du mois comme un salarié classique, entre guillemets, pour éviter Ouais. d'avoir une gestion de trésorerie à gérer et puis que la société de portage en fait gère tout l'administratif finalement. Voilà, ensuite je suis passé en SASU après 2 ans de portage salarial et après 1 an en SASU, aujourd'hui je suis en micro-entreprise. Ok. Ça marche. Alors, Axel, de ton côté? Moi, je suis actuellement en SASU et je vais passer parce que financièrement, c'est quelque chose que je pouvais me permettre sur cette première année et je vais passer en EURL dès janvier. Effectivement, c'est des questions complexes et je pense que surtout, il faut bien s'entourer d'un bon comptable quand on est Ouais. freelance. C'est quelque chose c'est vraiment un conseil que Ouais. je donne parce que ça dépend de beaucoup de choses, de votre situation personnelle, de vos finances personnelles et c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans qui pourra vous indiquer le bon type d'entreprise qu'il faut Ouais, ça créer. c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner, hein. Et j'en rajouterai un. Euh, En fin de compte, votre statut, ça va être la conséquence de ce que vous faites de votre projet et pas l'inverse. Hein, c'est-à-dire, je vois beaucoup de gens aussi qui partent tout de suite sur des statuts qui ne me semblent pas forcément adaptés au début de l'histoire. Comme le disait Nabil, le début de l'histoire, c'est est-ce que vous avez des clients qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour vous recruter? Après, on trouvera toujours le statut, hein, surtout qu'on est en France, donc il y a plein de possibilités. Après, vous allez évoluer, et puis après, il y a en effet des gens dont c'est le métier.
en fonction de votre projet, de votre situation, qui va vous dire comment, voilà, sachant que Nabil, c'est un bon exemple aussi, ça peut évoluer, voilà, mais faites-le de manière un peu agile, hein, ne partez pas sur des choses trop engageantes, surtout au début de l'histoire où vous l'avez pas encore véritablement validé cette histoire. Donc du coup, garde, parce qu'une fois que c'est parti, quand on est en France quand même, quand il faut détricoter, c'est moins drôle des fois. Hein. Voilà, c'est moins drôle. Super. Une question de Fabienne sur la partie administrative. Je ne sais pas si ça représente une partie importante pour vous. Comment vous faites ça? Alors, Fabienne, elle parle de la société de portage qui peut ou pas proposer une activité administrative, hein, parce que du coup, c'est deux choses différentes. Mais en tous les cas, comment vous gérez la dimension administrative de votre activité? Quand j'étais en SASU, moi, c'était mon expert comptable qui gérait tout, hein, déclaration de TVA, bilan comptable, compte de résultats, etc. Là, aujourd'hui, en micro, c'est moi qui gère mon administratif, mais l'administratif est très light. Hein, c'est tu fais ta facture, tu envoies ta facture à ton client, et puis tu suis quand même pour être payé. Voilà, pour espérer être payé en temps et en heure, mais après l'administratif, il est pas. Il est assez Après, léger. si tu as la déclaration URSSAF, tu as la déclaration de TVA si tu es soumis à la TVA, mais c'est assez light, c'est une fois par mois qu'il faut le faire. Donc ça, je le délègue pas en micro en tout cas, mais en SASU, je le déléguais parce que c'est plus lourd. Axel, pour toi, pareil, j'ai un comptable et je passe par une plateforme pour émettre et recevoir mes factures également souvent. Et il y a des plateformes qui sont assez spécialisées là-dedans et voilà, ça peut être. Faut bien s'entourer, mais l'administratif représente pas une part un temps très important. Et là aussi, un peu d'agilité. Hein. Le jour, je discutais avec Exactement, quelqu'un qui me dit m'abonner à un logiciel pour faire mes factures. Et je dis, mais du coup, t'en fais combien de factures? Il me dit, pour l'instant, j'en fais pas. Je dis, tu sais pas, démarre avec un petit format Excel, et puis quand tu commenceras à en faire plein, ça sera génial. Mais du coup, c'est à ce moment-là que tu feras le système. Bon, mais c'est vraiment ça le sujet, hein, même sur le statut de l'entreprise à choisir, etc. Moi, je vois plein de personnes qui se posent plein de questions avant de se lancer. Et en fait, c'est pas forcément annexe, mais en tout cas, c'est pas le sujet le plus important. Il y en a même qui attendent de se lancer avant d'avoir un site internet digne des plus grands sites e-commerce. Franchement, moi, pour être franc, je me suis lancé complètement à l'arrache, sans études de marché, sans rien. Et du coup, ça fait 6 ans, bon, avec des hauts et des bas, hein, mais ça tient pour l'instant. Et puis, créer une entreprise qui est une structure, ça prend 3 semaines. Hein. Oui, 3 semaines à mois. Donc, Bruno là, nous donne aussi une piste. Souvent, on cherche un peu la passerelle pour passer d'un statut à l'autre. Il nous dit, est-ce que, en fin de compte, commencer par un rôle de formateur, d'enseignant, est-ce que c'est pas une manière aussi d'aller vers un job de consultant en entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est 2 métiers différents. Je suis d'accord. Il y en a qui font les deux d'ailleurs. Mais je vois pas en fait de tremplin en fait entre les deux. Tu peux être un très bon consultant en entreprise et un très mauvais formateur, ou tu peux être un très bon formateur et être un mauvais consultant en entreprise, ou tu peux être très mauvais sur les deux aspects ou très bon sur les deux aspects. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de tremplin à avoir. Alors il y a quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, qui prend de l'ampleur, c'est de la formation aux achats. Donc ça, effectivement, d'avoir une formation d'enseignant ou de formateur, c'est très très bien. Mais effectivement, je suis d'accord avec Nabil, c'est quand même deux choses différentes. Si on veut pas se spécialiser dans la formation aux achats, c'est pas forcément un tremplin. Moi je pense que c'est vraiment deux activités différentes. Hein. Alors certes, c'est pas inintéressant qu'un consultant ait quelques bases pédagogiques, parce qu'il va être quand même souvent son activité dans des logiques de transmission et de partage. Mais moi, si je prends des exemples sans trop les caricaturer, j'ai vu d'excellents responsables achats qui sont des piètres formateurs. Hein. Pédagogie, donc c'est vraiment une activité, hein, la formation. Moi, si vous voulez faire de la formation, c'est une belle idée, hein, c'est un métier très intéressant, mais ça nécessite que vous soyez formé à l'approche pédagogique, aux outils. Maintenant, en plus, c'est quand même beaucoup. On a quitté le PowerPoint. Donc, du coup, voilà. Après, si en effet la finalité,
c'est d'être formateur. Ben, du coup, c'est pas mal d'aller en effet vers des écoles qui vont être très friandes de vous avoir pour des TJM bas, pour démarrer un peu l'histoire, pour vérifier que ça vous plaît, en sachant qu'il faudra faire attention parce que dans les écoles, ben, vous avez aussi une population qui n'est pas tout à fait celle que vous aurez en entreprise. Ouais. Mais ça permet aussi un petit peu de tester tout ça avant de se dire je franchis pas. Ouais. Comment se vendre au cabinet de conseil? Ben, il faut être bon, Bilal, c'est fastoche. Voilà, parce qu'un freelance c'est moins rentable. Ben, il est moins rentable, oui, quand ils sont en activité pleine, mais le cabinet de conseil, le gros avantage d'un freelance, c'est qu'il le paye que quand il travaille. Quand il ne travaille pas, il ne le paye pas. Après, qu'est-ce que vous mettez en avant, en fin de compte, quand vous échangez avec les cabinets de conseil? C'est quoi? C'est vos expertises, votre histoire, hein, parce qu'il y a un petit peu de storytelling aussi, comme on dit. Voilà, Nabil, ok, c'est quoi ton histoire? C'est quoi qui va me donner envie peut-être de te mobiliser sur une mission? Comment vous... Ouais, c'est en effet, c'est l'expertise, hein, dans quels environnements j'ai travaillé, sur quelle catégorie d'achat j'ai travaillé, quelles étaient les personnes en face. Est-ce que j'étais que avec entre guillemets des clients internes, donc à mon niveau hiérarchique, ou est-ce que j'étais en capacité de discuter avec des directeurs financiers de grandes boîtes, etc. Donc il y a un peu tout ça, et puis après il y a la posture. La posture dans le sens où est-ce que ce que je raconte est clair? Est-ce que je mets en avant et est-ce que je comprends déjà rapidement la mission, son contexte et l'attendu pour cibler vraiment dans mon parcours tout ce que j'ai fait qui colle à la mission? Parce que raconter ces 15 ans d'expérience, là, on perd tout le monde. Donc, il faut vraiment être en capacité de cibler les éléments qui sont intéressants et qui sont pertinents pour les missions qu'on nous présente. Et après aussi, c'est de la transparence et tenir les délais dans le sens où, par exemple, les cabinets de conseil demandent à remplir des dossiers de compétences. Bah, si on dit que dans un jour ou dans 2 jours, il sera rempli, il faut qu'il soit rempli et voilà, faire preuve de réactivité quand on nous sollicite. C'est comme ça que je fonctionne. Super, Axel. Tu as parlé de posture, Nabil, c'est un peu ça. Je pense que ce qui aide beaucoup pour se vendre à des cabinets de conseil, c'est d'avoir travaillé dans le conseil avant. Parce que la posture qu'on a quand on est freelance dans une entreprise, elle est pas pareil que la posture de quelqu'un qui est en CDI, qui est en poste, etc. Donc, il faut garder ce côté consultant, conseil. Donc, d'avoir travaillé dans des cabinets de conseil avant est un bon moyen pour... Alors déjà, parce que votre nom circule dans les cabinets, parce que les cabinets spécialisés en achat, ils se connaissent tous, les gens s'échangent des informations. Et en plus de ça, on sait que vous aurez la bonne posture et que vous serez capable de communiquer de manière consultant chez le client chez qui vous allez. Ouais. Une bonne question, Pierre-Alexandre, qu'on pose souvent. Est-ce que vous envisagez le voyage retour vers un job de salarié? Oui, c'est envisageable. Pourquoi pas? Moi, ça me dérangerait pas. En fait, je suis pas fermé au statut en disant ah, c'est fini le salariat. On voit beaucoup, hein, beaucoup de personnes qui opposent les deux en disant les salariés, ils ont rien compris, etc. Moi, je suis pas fermé à un retour au CDI. Le seul sujet, ce sera que ce soit une opportunité, une mission, ou en tout cas un projet qui m'intéresse et qui me fait vibrer. Après, la difficulté, c'est les finances, parce que quand on est freelance, on gagne quand même mieux sa vie que en CDI. Alors, tout dépend en quel CDI on a, hein, mais en moyenne, on gagne un peu mieux sa vie. Donc, voilà, c'est ça les deux éléments. Après, je pense que faut faire aussi en fonction de ces périodes de vie. Il y a des périodes de vie où on a besoin d'avoir un peu plus de stabilité, etc. Et il y a des périodes de vie où on peut se permettre un peu d'être dans cette instabilité du freelancing parce que ça reste quand même une activité un peu instable et un peu précaire. Voilà, donc il faut faire aussi en fonction de ce qu'on a envie et de dans quelle période de vie on est. Ouais.
Celle pour toi, Oui, le c'est retour. exactement ça. Je suis d'accord. C'est en fonction des périodes de vie. Bon, alors, des périodes de vie, moi, je me suis lancé en freelance alors que j'entendais un deuxième enfant. Donc, bon, je suis pas forcément le bon exemple de la personne qui cherche la stabilité. Mais effectivement, si le projet est intéressant en CDI, pourquoi pas ne pas y retourner? Il faut juste voir ce que ça représente financièrement parce qu'il y a des avantages à être en CDI, notamment avoir des droits au chômage, avoir des avantages, avoir des bonus, avoir Des congés un comité payés. d'entreprise, des congés payés, tout ça, c'est voilà. Donc il faut faire en fonction de ce qu'on a envie au moment T. Voilà, se lancer en freelance, ça représente une petite part de risque, mais une fois que ça marche, c'est très bien. Et puis retourner dans le CDI n'est pas du tout hors de question. Ouais, moi je crois que c'est juste peut-être pour compléter ce que vous dites. Bon, je crois que comme dans beaucoup de choses dans la vie, faut jamais dire jamais en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas, il C'est peut y avoir. exactement ça, ouais. Je pense quand même, maintenant, pour nuancer vos propos et pour y être passé avec moi aussi des hauts et des bas, je pense que quand on a goûté vraiment à cette activité de freelancing, de gestion, d'autonomie, de relation à son activité, ça doit quand même pas être évident de revenir dans un univers qui est beaucoup plus cadré, encadré, comme peut l'être l'organisation d'une entreprise. Je ne parle pas trop de ce que vous allez y faire, mais je parle le fait, des horaires, des chefs, des lieux, des machins. Et je pense que, alors ça dépend combien de temps on l'a fait, mais moi je me souviens d'un conseil qu'on m'avait dit quand j'avais dit je vais me lancer, si ça ne marche pas, je fais comme vous, je disais la même chose, je reviendrai en vérité. Et la personne qui m'avait regardé, elle avait éclaté de rire en disant je crois que tu n'as pas encore compris que quand tu vas être parti, hein, on dit souvent tu auras brûlé les bateaux et je crois que tu ne reviendras pas. J'ai compris des années après qu'en effet, ça aurait été compliqué, mais comme vous tous, pour plein de bonnes raisons, mais il ne faut pas s'interdire ce voyage retour, bien sûr. Hein. Voilà. Par contre, si vraiment vous vous éclatez dans cette activité d'indépendant, c'est que vous avez aussi, au-delà des activités achats, des postures, des comportements d'indépendants. D'ailleurs, Nabil, tu le disais en démarrant un peu en souriant, voilà, cette envie que tu as de bouger, l'indépendance, alors il y a un prix à payer. Hein. Moi, je suis là aussi par rapport à ce que vous dites. Je pense qu'il faut dire à tout le monde que tout ça, il n'y a pas une situation géniale et une situation pas géniale. Hein. Ça se paye. Ça se paye de ne pas savoir combien vous allez gagner dans 4 mois, par exemple. Exactement. Quand vous êtes salarié, voilà, moi, j'étais patron achat de grands groupes. Je n'avais pas trop de problèmes sur la visibilité, les primes, les vacances, etc. Tout ça, c'était très clair. Quand vous êtes indépendant, vous avez une visibilité qui est très courte et qu'il faut en permanence renouveler. Hein. Voilà. Et puis au-delà de la visibilité financière, c'est aussi voilà, la progression de carrière dans une entreprise. On peut monter les échelons, arriver à des postes à haute responsabilité, etc. Quand on est freelance, c'est plus compliqué. On n'a pas un département RH derrière, on n'a pas un manager qui vous pousse, on n'a pas, etc. Donc c'est aussi une progression de carrière qui est différente. Hein. Donc certains peuvent préférer la vie en entreprise avec ça aussi, c'est une bonne, c'est une bonne remarque, cette logique-là de parcours, de développement. Encore que j'ai le sentiment, sans trop là aussi caricaturer les options, que les générations plus jeunes que moi, c'est-à-dire tout le monde, sont moins dans une logique de plan de carrière qu'on a pu vivre. Voilà, moi, quand j'ai démarré dans les achats, mon premier challenge, c'était de manager. Le jour où on m'a dit, Fabrice, c'est bon, tu es responsable d'une assistante. Waouh, c'était vite, il faut que je change mes cartes de visite. Je suis responsable achat. Voilà, et puis ensuite, voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous le dites un peu, qu'est-ce que dit Nabil je vais là où ça me fait vibrer, là où ça fait du sens, là où ça me motive, etc. Donc, du coup, moi, je crois que ça dépend des projets que vous pouvez avoir les uns les autres sur ces différents sujets. Et si en effet, le projet, c'est un projet un peu de ce type d'évolution, peut-être que l'entreprise, elle organise mieux ça. Mais après, je vois aussi, et ça c'est assez récent, des entreprises qui n'hésitent plus maintenant à recruter des personnes qui sont passées par cet univers du conseil, parce que du coup, forcément, ça développe, quand vous avez fait ça quelque temps, ça vous a développé un certain nombre de capacités de réaction, d'agilité, de plein de choses qui sont intéressantes d'avoir ces comportements en entreprise après, quand vous les ramenez dans une entreprise. Hein, on le voit de temps en temps. Je regarde l'heure, là, on arrive dans les dernières minutes. Avant que je vous pose la dernière question, est-ce qu'il y a des... Alors, on voulait parler un tout petit peu de communication, de visibilité. Je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est quand même beaucoup autour de
LinkedIn que ça se joue. Hein. Donc, du coup, voilà, soigner son profil, interagissez, comme le fait beaucoup Nabil. Voilà, mais c'est chouette. Voilà, je trouve que voilà, le réseau, c'est une force intéressante. Ouais, communication, vous avez des choses à dire en termes de visibilité, en complément de ça? L'avantage de LinkedIn, c'est qu'en fait, il y a tout au même endroit. Et que si on arrive à bien paramétrer son feed, donc son fil d'actualité, on va tomber sur les choses qui peuvent nous intéresser. Ça permet aussi de faire du réseau, donc d'envoyer des messages, de développer son réseau, soit des cabinets de conseil, soit des plateformes, soit des acteurs de l'écosystème achat autres. Et du coup, et puis ça permet, en tout cas, moi j'ai utilisé LinkedIn parce que, comme je le disais en préambule, moi je me suis lancé juste avant le Covid. Donc, clairement, Covid. Sens du timing. C'est toujours J'ai un bon flair, on dira ça comme ça. Donc, j'ai utilisé, cette période où j'avais pas le choix, mais étant donné qu'il n'y avait pas de mission et de projet, j'ai utilisé beaucoup LinkedIn pour réseauter, pour me mettre entre guillemets en avant, pour qu'en fait, on pense un peu toujours à moi. Et c'est comme ça que j'utilise LinkedIn, c'est-à-dire je fais des publications, alors parce que j'aime ça aussi, j'aime interagir avec les différentes personnes, mais l'objectif aussi, c'est qu'entre guillemets, on ne m'oublie pas. Donc, s'il y a une opportunité qui tombe et qu'on m'a vu le matin ou la veille dans son fil d'actualité, on va se dire, ah bah en fait, il y a Nabil qui pourrait correspondre au sujet qui profil que pourrait je lui recherche. correspondre. Voilà, et du coup, hop, on pense à me contacte. Donc, c'est un peu comme ça que j'utilise LinkedIn. Ouais, moi j'utilise LinkedIn et mon téléphone portable, hein, pour être très honnête. C'est beaucoup aussi de garder le contact avec des gens. J'essaye d'apporter beaucoup d'humain dans mon travail, dans les relations que j'essaie de créer avec les personnes avec qui je travaille. Quand j'étais en cabinet de conseil, maintenant que je suis en freelance, et le tout. Alors, LinkedIn sert à garder ce lien, mais voilà, il faut voir aussi les gens. Il faut voir aussi les gens en face à face, discuter avec eux, garder une relation humaine. Et effectivement, comme le dit Nabil, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah bah tiens, en fait, j'ai cette mission-là, j'ai pensé à Axel parce que j'ai déjeuné avec lui il y a 2 semaines et que en fait, sa mission se termine dans pas très longtemps. Ok, mais c'est ce que vous dites est important. Voilà. Après, il faut y consacrer le juste dosage, comme toujours, mais en effet, c'est important. Alors, la question de Bruno intéressante, Fabrice. Allez, vas-y. Fournir un livrable RSE, avez-vous des missions, enfin c'est difficile, comporte peu des objectifs chiffrés à atteindre. Avez-vous des missions avec des obligations de résultats? Moi, non, personnellement, je n'ai que des missions avec des obligations de moyens, mais pas de résultats. Donc, je ne suis jamais tenu. Ça c'est le propre du TJM, hein, je pense. Hein, sinon, ça serait un autre modèle qui serait cherché. Mais non, moi, voilà, vous êtes là pour une période de 6 mois, 12 mois, etc. Et ceux-ci sont vos missions, les tâches que vous devez accomplir. L'objectif, c'est ça, mais je n'ai pas 10% d'économie à avoir sur telle ou telle catégorie ou pas. Non. Ouais, pareil pour moi. Ouais, ce qu'on peut dire juste sur la question de Bruno, c'est qu'en fin de compte, on a soit, en clair, on achète du temps. Moi, j'achète le temps d'Axel, le temps de Nabil, et je leur dis, voilà ce que j'attends de vous. Et donc, du coup, c'est pour ça que le taux journalier moyen, ce TJM, il va rémunérer ce temps. Voilà, et je vais espérer que Axel il soit bon et en bonne forme et qu'il n'ait pas trop de soucis perso pour que j'ai du bon temps de lui quand il va être avec moi. Ensuite, vous avez la logique forfaitaire. Vous faites un diagnostic sur les achats, vous dites ce diagnostic, je vais vous le vendre à tel prix, et du coup, je dois vous le présenter, vous devez le valider, et à partir de là, vous allez me payer, j'allais dire souvent, quel que soit le temps que je vais y passer, même si souvent, les clients aiment bien savoir, le forfait, tu vas passer combien de temps, mais c'est quand même le forfait qu'il achète. Donc là, on est bien sur ce qu'on appelle un livrable. Et puis ensuite, vous avez une rémunération du coup qui est variable en fonction des résultats que vous allez obtenir. C'est des missions souvent qu'on peut retrouver avec des spécialistes de catégories de dépenses qui peuvent se rapprocher des approches de co-skilling. Donc du coup, alors il y a des discours marketing qui sont assez séduisants sur ces missions, puisque du coup, en clair, pas d'économie, ça ne coûte rien. Bon, et puis après, l'économie qu'on pourrait identifier et faire prendre au client, il faut aussi lui vendre. Bref, donc on pourrait faire un webinaire que sur ce sujet-là, mais ça, du coup, ça peut être des missions, en effet, où on propose d'amener des résultats d'économie et d'avoir une rémunération qui est assise sur ces résultats, qui, une fois encore, en termes
de capacité à convaincre assez intéressante, puisqu'en disant, si tu ne fais pas d'économie, ça va être pas si mal. Donc ça dépend un peu en effet, puis ça dépend de vous. Il y a des gens qui sont très câblés pour aller faire ces missions orientées autour des savings. Il y en a d'autres qui sont plus sur des logiques d'organisation, donc ça dépend un petit peu. Et oui, Alexandre, la session sera bien en replay. Allez, dernière question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous avez un conseil, un livre, une vidéo, une personne à suivre vous pouvez conseiller aux gens qui nous écoutent, alors autour de cette thématique ou pas d'ailleurs. Tiens, vous avez vu un truc génial il y a 3 jours, vous en parlez à tout le monde. Voilà, qu'est-ce que vous nous partagez? Moi, la première chose que je partagerais, et un conseil, c'est si vous vous lancez, pensez bien aussi à assurer vos arrières, entre guillemets, que ce soit en termes de mutuelle, que ce soit en termes de prévoyance, que ce soit parce que un coût au moral ou un coût à la santé peut vite arriver, étant donné que quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Ça permet de limiter les pots cassés. Après, le deuxième conseil, c'est encore une fois, quand on est freelance, on peut vite se sentir seul. Donc, entourez-vous, que ce soit de partenaires, que ce soit de freelance comme vous. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous appuyer sur des personnes, sortir un peu de votre quotidien aussi. Parce que quand on est freelance, on peut, encore une fois, vite se sentir seul et vite se sentir isolé, surtout quand on n'a pas de mission ou surtout quand on n'a pas d'activité. Voilà, donc ça, c'est les 2 conseils que je donnerais. Super. Axel, de ton côté? Moi, de mon côté, c'est oui, pas attendre d'avoir le moment parfait, la structure parfaite pour se lancer. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais moi, je suis nul en commercial, j'ai pas envie de faire du commercial, j'ai pas envie de me vendre. Et puis, en plus de ça, j'ai pas de réseau. En fait, on se rend pas compte du réseau qu'on peut avoir avant de s'être posé et d'avoir noté tous les noms. Mais en fait, si vous travaillez dans les achats depuis un certain temps, vous avez un réseau important. Et il ne s'agit pas vraiment de faire du commercial, on n'est pas là on n'est pas vendeur de tapis, vous avez une expertise, cette expertise a forcément de la valeur sur le marché. Donc, il ne s'agit pas de se vendre, il s'agit de trouver l'entreprise qui a besoin de votre expertise. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est ne vous bradez pas non plus. Voilà. Vous pouvez avoir des gens, parce qu'en fait, vous êtes avec des acheteurs qui vont vous recruter pour leur entreprise, donc ils vont essayer de négocier les prix, etc. Il ne faut pas trop se brader, il ne faut pas garder en tête, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, garder en tête votre progression de carrière que vous êtes maintenant seul à gérer. Et donc, du coup, il faut trouver les missions qui sont assez stratégiques, assez intéressantes, qui vous font monter en compétences également, et pas forcément prendre la première mission parce qu'on a peur de ne pas avoir un salaire qui tombe le mois prochain, quoi. Super. Au passage, les tapis, il faut les vendre. Et je ne veux pas m'embrouiller avec les vendeurs de tapis. Pardon. Si tu veux. Bon, encore merci à tous les deux d'avoir pris un peu de votre temps pour nous partager tout ça. Il y aura un replay. Avant qu'on termine, plusieurs choses. Du coup, sur ce thème dont vous savez qui m'est cher parce que j'ai été sollicité par un certain nombre de personnes du réseau qui un jour m'ont dit, mais du coup, moi j'aimerais bien devenir consultant indépendant. Comment je fais en vérité? Je sens que j'en ai envie, je sens que j'en ai besoin. Et du coup, donc j'ai accompagné un premier groupe d'une dizaine de personnes pour vérifier un peu qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes à partager, ce qui a été le cas. Et je vous partagerai bientôt les résultats de cet accompagnement. Et donc, du coup, je vais me lancer dans l'aventure de proposer, et là, je vous mets le lien dans le chat, une formation, un accompagnement qui va être composé à la fois de contenu qu'on va mettre à disposition, mais aussi du temps. On va faire des coachings en live avec ces personnes et puis une communauté pour aider justement à ce passage à l'acte. Et c'est dans la droite ligne de ce que disait Nabil, du club qu'il a créé également, c'est de se dire, on n'est pas tout seul parce que du coup, ça nécessite en effet un peu d'interaction. Donc, si certains sont intéressés au sujet, inscrivez-vous sur la liste d'attente qui va vous permettre d'avoir les premières infos, et le lancement de la prochaine promotion aura lieu début janvier.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc j'organise des événements. Le prochain, il va être au mois de janvier de mémoire, mais on regardera le 15 janvier. Je crois que c'est le 15 janvier. On va faire avec Jérémy Ferrer de Buy Me Easy une masterclass ou un webinaire d'1 heure où on va vous montrer concrètement 3 cas d'usage autour de l'IA et des achats sur des activités concrètes que vous faites tous les jours et qu'on va faire avec de l'IA. Et en plus, on a décidé, pour aller au bout du challenge, j'ai proposé ça à Jérémy, qu'on vous liste un certain nombre d'activités et que vous choisissiez les 3. On fera un petit sondage en début de webinaire. Voilà. Et il vous montrera en live comment ça se passe concrètement. On ne va pas partir sur des choses très sophistiquées, mais dans vos grandes activités de tous les jours sur le métier, on va aller vous montrer ce que maintenant on est capable de faire. Alors, vous savez ce que je pense de l'IA, c'est pas aussi tout blanc, tout noir. Je dis juste que c'est maintenant au cœur de nos manières de fonctionner. Et donc, du coup, comment et à quel moment on va l'utiliser, et puis comment et à quel moment notre intelligence d'acheteur elle va continuer à être présente. Voilà, super. Écoutez, je regarde si j'ai rien oublié. Je suis désolé pour Hilaire, j'ai vu que Sandrine continue à interagir, mais du coup, on n'avait pas la bonne connexion. Donc, merci encore Nabil et Axel. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Voilà, Nabil, Axel, pensez au club, au CAF. Si vous êtes indépendant, ça vous donnera aussi une structure communautaire, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Prenez soin de vous, restez curieux, et puis on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice, pour l'invitation. Merci à tous. Merci à vous. Merci, Au revoir. Bonne journée. Au revoir.